Docteur Abslan, qu'est-ce que vous avez utilisé comme courant lors de la myotomie pylorique? Est-ce que le courant, l'endocoupe ou la coagulation? Bien sûr, c'est un courant endocoupe. Alors, c'est un courant endocoupe. Pour l'ouverture, l'orifice d'entrée, on utilise l'endocoupe. Malgré que l'endocoupe, il comporte, puisqu'on coupe à l'aveugle, il comporte un risque hémorragique. Donc, c'est-à-dire la technique, c'est de faire l'ouverture à l'endocoupe, sur la pédale jaune. Mais s'il y a un saignement, il faut rester sur place et utiliser le courant, la pédale bleue pour coaguler. Ensuite, au cours de la dissection, au cours de la tunnelisation, on utilise le courant, la pédale bleue. Sauf quand on est sûr, c'est-à-dire on voit bien le territoire qu'on va disséquer, il n'y a pas de vaisseau, pour faire vite, parce que le courant coag, ça prend un peu de temps. Mais pour faire vite parfois, si on a un champ de vision qui est assez clair, il n'y a pas de vaisseau, on peut utiliser le courant, la pédale jaune pour aller plus rapidement. Je parle du muscle pylorique. Hein. Ah, alors, la myotomie. Non, la myotomie, on utilise la coagulation. La pédale bleue. Non, la pédale bleue. Je parle justement du pylorique. D'ailleurs, justement, ce qui s'est passé, ça n'a pas été signé dans la vidéo, parce qu'il n'y a pas assez de temps. La myotomie, c'est compliqué d'une hémorragie artérielle. Un saignement qui était très important, très abondant, et le vaisseau était dans le bulbe. Donc, il n'était pas accessible au gastroscope. Alors, ce qu'on a fait, ce que l'expert a fait, il a élargi le champ de dissection, il a élargi pour pouvoir aller dans le bulbe, vers le vaisseau et le coaguler à l'aide de la coag grasp. C'était un saignement impressionnant, mais qu'on a pu maîtriser. Quand tu dis pédale bleue, c'est quel type de coag qu'on utilise? Plutôt la force ou la soft coag? Alors, maintenant, non, la forced coag. On utilise la force, sauf quand il y a un vaisseau. Pour le coaguler, il faudra utiliser soft coag. Mais pour la dissection, c'est le réglage forced coag. Mais pour les vaisseaux, c'est pour soft coag. Une autre question, si vous permettez, Dr Abslan. Bon, le patient a été opéré pour une gyste gastrique. Oui. Donc, il doit avoir une fibrose sous-jacente. Justement, je vais parler. Allez-y, si vous voulez. Est-ce que la fibrose n'est pas un facteur limitant à la technique? Alors, justement, j'ai cité ça au passage. La difficulté technique chez ce malade, la particularité technique, d'habitude, on fait l'ouverture à 5 cm, entre 3 et 5 cm du pylore, sur la face postérieure, pour la plupart des écoles. Chez ce malade, la difficulté technique, c'est que la lésion gastrique qui a été réséquée était de siège au niveau antrophendique, la jonction un peu au-dessus de la jonction antrophendique. Donc il y avait la cicatrice qui était transversale comme ça, il y avait de la fibrose. Donc on ne pouvait pas injecter en amont de la cicatrice, parce que ça ne va pas se soulever. Donc on était limité, on a été obligé de faire l'ouverture juste en aval, 3 cm du pylore. Parce que plus on est près du pylore, quand on va faire l'ouverture, ça va s'ouvrir complètement. Et on ne pourra pas créer de tunnel, la technique ne va pas être évidente. Donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner du pylore. Merci, Dr Abslan. D'autres questions? Quelle est l'étiologie de cette sténose? Je n'ai pas compris l'étiologie de la sténose. Alors, c'est un malade qui a été opéré. Il n'avait aucun antécédent. Avant la chirurgie, on lui a diagnostiqué une tumeur stromale au niveau de la jonction. Il a été opéré en France. Juste en post-opératoire, dans les jours qui ont suivi la chirurgie, il commençait à développer des vomissements. Il a consulté chez son médecin traitant en France, et il lui a banalisé un petit peu la plainte, c'est juste passager, ça va passer, ça va passer. Ensuite, il a consulté chez plusieurs médecins, les vomissements persistaient. C'est vrai qu'ils devenaient de moins en moins importants, mais finalement, c'était quoi? C'était la distension gastrique qui commençait à s'installer. Le malade, il mangeait, l'estomac était énorme, il vomissait au bout du 3e jour. Donc les vomissements, chaque 3-4 jours, il vomissait. Mais c'était la distension gastrique. Le problème s'aggravait, le malade commençait à perdre du poids, il perdait l'appétit, les signes digestifs s'aggravaient progressivement. Quand il est venu chez nous, on a fait la fibroscopie. On a fait la fibroscopie, on tombe sur cet estomac énorme avec un pylore qui est spasmé, c'était un spasme pylorique. Vu l'histoire de la maladie, on n'a pas la scintigraphie gastrique, donc le diagnostic le plus probable, c'était une gastroparésie post-opératoire. On avait demandé l'avis de l'expert égyptien et il nous a dit effectivement, ils en ont fait beaucoup en Égypte. Très probablement c'est ça. Effectivement, on a posé l'indication du GPOM, vu que la GPOM aussi
en matière de gastroparésie. Pourquoi on a opté pour la G-poème? Parce qu'en gastroparésie, sur le plan physiopathologique, il y a deux éléments, l'hypomotilité antrale et l'hypertonie pylorique. La G-poème est indiquée pour les patients qui ont une hypertonie pylorique. Il y a même un examen complémentaire, c'est l'endoflip, qui permet de calculer la compliance du pylore. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus indispensable avant la réalisation de G-poème. Ce n'est pas au stade de recommandation, mais ça devient de plus en plus indispensable. Il calcule la compliance pylorique. Maintenant, si la compliance est diminuée, et il y a un score qui est fait dans ce sens, si la compliance pylorique est diminuée, c'est une indication à faire une G-poème. Si on a une compliance pylorique qui est normale, donc ce n'est pas une indication à faire une G-poème, ça ne va pas apporter de bénéfices. Donc c'est pour ça d'ailleurs, c'est les diabétiques et les maladies de système, c'est toute la paroi gastrique qui est malade, qui est pathologique, c'est l'hypomotilité gastrique antrale. Donc la G-poème ne va pas améliorer les choses. Merci, Dr Abdeslam. On enchaîne avec la dernière cas de vidéo-session. Après Dr Abdeslam, pardon, excusez-moi. Juste le mécanisme de... S'il vous plaît. Tu as dit que c'est post-opératoire. Oui. Mais comment se fait-il qu'une intervention sur une tumeur stromale antrophendique agit sur une hypertonie pylorique? Non, ça c'est une blessure du nerf vague. C'est une blessure des rameaux du vague. Parce que ça me rappelle les interventions avant, les chirurgiens faisaient une pyloroplastie automatiquement pour éviter... Ils n'ont pas fait ça, justement. Merci, le patient Dr a Abdeslam. reconçu. S'il vous plaît, on arrête les débats parce qu'il faut avancer. C'est donc dernier cas de la vidéo-session qui a été avancé. Dissection sous-muqueuse. Docteur Boumarafi, vous avez la parole. Merci. Je remercie le comité d'organisation et le président de l'association EDAP pour cette invitation. Je viens ici pour vous présenter un cas de dissection sous-muqueuse que nous avons réalisé il y a de là à peu près 5 mois au niveau de notre centre. Bon, il s'agit d'un homme âgé de 71 ans qui nous a été adressé avec une LST granulaire au niveau du moyen rectum qui a été classée CONEC 2C avec une classification Ginette 2B. Pour la caractérisation, qui est une étape très primordiale et un prérequis avant de faire toute dissection sous-muqueuse, là, on voit clairement une LST granulaire avec présence au moins un macronodule. D'ailleurs, pour caractériser cette lésion, il faut avoir une vision HD, haute définition, avec une vision de loin, tout d'abord, puis une vision de près afin de caractériser la surface et la vascularisation en chromondoscopie. Ici, au système BLI, on voit clairement une vascularisation irrégulière, mais sans zone avasculaire. Aussi, la surface est irrégulière, mais sans distinction de plage amorphe. Avec aussi, on peut s'aider avec le grossissement qui nous permet d'être près de la lésion et essayer de mieux la caractériser. Maintenant, le matériel nécessaire, on a utilisé des endoscopes, vidéogastroscopes Fujinon 600 et 720R avec un couteau, le flash knife de Fujinon. Pour le bistouri, on a utilisé l'RB300D, le Vaio 300D, avec un réglage pour le marquage, la soft coagulation F5 à puissance 60 watts. Pour l'incision, le courant en deux coupes I avec un effet 2. Pour la dissection, la swift coagulation effet 4 à 40 watts de puissance. Et pour l'hémostase, la soft coagulation effet 5 à 60 watts. Bien sûr, on doit impérativement utiliser un insufflateur CO2, ici de la marque Stratus, et des clips soit pour la fermeture des perforations, éventuelles perforations, ou bien pour la traction qui va nous aider pendant la dissection. Bien sûr, aussi une pompe de lavage, elle est indispensable, et une pince coagulante de la marque Microtech. Sans tarder, on va passer directement à la vidéo. Le premier temps de la vidéo, c'est le marquage. Le marquage, c'est un temps très essentiel car il permet, lors de l'injection, de se localiser et ne pas être trop loin ou trop près de la lésion pour avoir des marges latérales saines. Là, le marquage doit être fait à 5
à 10 mm, 5 à 10 mm maximum de la lésion. Après le marquage qui soit circonférentiel, comme vous voyez sur la lésion, on passe directement à l'injection sous-muqueuse, qui doit aussi être ni trop près de la lésion, ni trop loin. Généralement, elle est faite au niveau des points de marquage. Et elle ne doit pas être trop importante afin de ne pas masquer la lésion. Suivi directement par, on va voir par l'incision. Ici, on a dit qu'on va utiliser la Swift coagulation, qui a un courant de coupe aussi, qui permet d'accéder à la sous-muqueuse. Là, l'incision, qu'on appelle aussi le trimming, c'est un temps très essentiel qui va conditionner la dissection et les difficultés après. Car si on fait une incision un peu trop superficielle, on va galérer après. Là aussi, on a eu des difficultés car l'incision en postérieur était un peu superficielle. La règle en général pour faire une bonne incision, il faut voir lors de l'incision les fibres de la muscularis mucosa. Là, on a fait une bonne incision. Après avoir fait une incision circonférentielle, on va essayer de revoir notre lésion et essayer d'approfondir le trimming. Aussi, on va voir tout de suite qu'il y aura un saignement qu'on va essayer de coaguler, de maîtriser. Le saignement, d'ailleurs, en cas de dissection sous-muqueuse, selon les sociétés savantes, c'est un épiphénomène. Ici, on a un saignement artériolaire pendant la dissection qu'on a coagulé à la pince coagulante en mode soft coagulation, comme on a dit lors de la présentation du cas. Avec arrêt du saignement, on peut s'aider aussi avec la compression au capuchon et la pompe de lavage qui permet de localiser le vaisseau et être précis lors de la coagulation pour ne pas coaguler trop profondément. Aussi, lors de la coagulation, il faut tracter pour ne pas être profond. Maintenant, on va passer directement à la dissection. Toujours, au fur et à mesure, on peut injecter en sous-muqueux pour avoir un bon plan de clivage et un bon plan de dissection. Idéalement, on injecte avec le glycérol, mais comme la disponibilité en Algérie, elle n'est pas disponible, on fait beaucoup plus le plasmagel. Ou bien le sérum physiologique, mais le soulèvement, il est de courte durée. Là, on passe sous la lésion. On passe sous la lésion pour la disséquer. On voit un bout de muscle, une touche musculaire ici, qui est tout à fait normale. Puis, en fin de compte, parce qu'on voit avec la déclivité, en fin de compte, on doit s'aider avec une traction qu'on va voir ici. On va procéder à une traction à l'aide de clips hémostatique rotatif. On va voir ça tout de suite. Voici la traction. C'est une traction dans la paroi contralatérale qui permet de soulever la lésion et nous permettre de dégager un plan de dissection adéquat et sécuriser le geste. Toujours l'injection avant de disséquer. Toujours, il faut faire une injection. Là, on voit très bien le plan de dissection. Une bonne séquence de dissection. Puis, les difficultés qu'on a eues, c'est beaucoup plus que la lésion soit sur l'endoscope et le plan de dissection ne paraît pas bien. C'est pour ça qu'on a fait la traction. Voici la lésion qui mesure 5 x 4 cm. Le résultat histologique, il s'agit d'un adénocarcinome avec micro-invasion SM1 avec les marges latérales qui sont saines. Donc on est en résection R0 avec un bon socle de dissection, donc une bonne corrélation entre la caractérisation endoscopique en chromondoscopie et l'histologie. Bon, pour le socle, il n'est pas nécessaire de le fermer au niveau du rectum, mais il faut toujours penser à coaguler les vaisseaux visibles à la pince coagulante.
En conclusion, nous sommes en début d'expérience, donc la courbe d'apprentissage, elle est longue. Il faut avoir de la patience. Le modèle animal et les formations, c'est un prérequis. D'ailleurs, on est en train de se former sur le modèle animal, sur simulateur et sur le modèle animal qu'on a à notre centre tous les week-ends. Les prérequis, c'est la caractérisation. Il faut être indispensable. C'est la caractérisation des lésions, elle est indispensable. Il faut avoir l'équipement adéquat, avec une équipe de chirurgie complémentaire qui soit aux arrière-gardes, qui serait prête à intervenir, chose qui est disponible. Il s'agit d'un travail équipe. On ne peut pas se permettre de dire on fait vers la dissection tout seul. C'est une équipe de 3 gastro, on est 3 gastro. Et on débute seulement avec le rectum et l'antre, car il y a moins de risques de complications. Mais l'enjeu majeur, c'est de réduire le temps sans minimiser la sécurité du patient. Ici, on a pris 4 heures pour la dissection. Je vous remercie. Bravo pour le geste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il n'y a pas de questions, j'ai une question. Quel est le protocole pour l'anatomopathologiste? Est-ce qu'il adopte le protocole rigoureux? Parce que là, déjà la caractérisation, la zone déprimée, oui, c'était déjà une zone suspecte d'invasion sous-muqueuse. Oui. De visu. Oui, la zone déprimée, on l'a vu en caractérisation, mais si on fait le zooming et la chromondoscopie, on voit de près, chose qui est indispensable lors de la caractérisation, on voit très bien qu'il n'y a pas de zone avasculaire. Il y a des vaisseaux qui sont certes irréguliers, mais présents. Aussi, les cryptes sont présentes, mais il n'y a pas de zone amorphe, il n'y a pas de ligne de démarcation où il n'y a pas de crypte. Là, on a classé cette lésion en ginette 2B. En ginette 2B, Sano 3A et Kudo 5I. D'accord? Donc c'est une indication idéale pour la dissection. Comme vous le savez, c'est une indication idéale pour la dissection, car il y a un risque d'atteinte micro-invasive de la sous-muqueuse. L'anapathe, on l'adresse l'anapathe pour la lésion, elle est épinglée, et on a fait deux études anapathe. Pour la technique, je pense que l'anapathe fait des recoupes longitudinales et transversales pour avoir les marges latérales et les marges en profondeur. Mais la technique exacte pour l'anapathe, je ne sais pas. En tout cas, la profondeur, oui. Je ne sais pas la technique exacte. Je ne me suis pas renseigné sur l'anapathe, mais de toute façon, cette malade va être contrôlée à 6 mois. D'ailleurs, c'est son contrôle lors des prochains jours. Bravo, Dr Boumarafi, pour le travail et pour la dextérité, parce que j'ai suivi le geste, c'était vraiment extraordinaire. Donc vous avez utilisé un gastroscope pour le rectum. Oui, c'est la généralement c'est beaucoup plus les experts utilisent beaucoup plus le coloscope pédiatrique pour la maniabilité, mais comme la disponibilité, on s'adapte à nos climats, on utilise un gastroscope adulte. Non, même à l'étranger, ils utilisent le gastroscope. Gastroscope et aussi le coloscope pour les lésions plus avancées, pour le transverse et le colon pour la dissection. Merci encore une fois. Des questions dans la salle? Vous avez des questions? Courte, réponse courte, parce qu'on a pris du retard. Merci pour votre présentation. Je suis chirurgien. Est-ce que vous faites cette dissection pour les polypes à base d'implantation large, plus de 3 cm? C'est un polype sicile. Par définition, le polype sicile, c'est un polype. Non, ce n'est pas sicile. Oui. Large, implantation large au niveau du rectum. C'est la même chose, c'est la même définition. Le polype sicile, c'est la large, c'est un polype sauf si vous parlez d'un polype pédiculé avec un large pédicule. Non, la base d'implantation qui est large. Là, on est devant un polype qui a une large base d'implantation. C'est la définition même d'une LST. C'est un polype qui est plus large que haut. D'accord, merci. Bonsoir. S'il vous plaît, y a-t-il une indication à réaliser une échoendoscopie avant de faire une dissection sous-muqueuse? Justement, aussi, c'est une question pertinente qui a été posée aux experts. Et là, c'est tout l'intérêt de la caractérisation. L'intérêt de la caractérisation est la chromondoscopie qui permet
de différencier selon les classifications. La classification la plus utilisée, c'est la classification GINET des Japonais. Il y a aussi les Français qui utilisent la classification Connect. Mais l'intérêt essentiel de la caractérisation, c'est de ne pas utiliser l'écho-endoscopie. De ne pas utiliser, ça permet de définir et de poser les bonnes indications pour les malades pour dissection ou pour directement une chirurgie ou une suspecte une invasion profonde. Donc elle ne sert à rien. Dans cette lésion, non. Donc on passe je crois, au symposium. Au reste du programme. Merci. Au reste du programme, et on invite le symposium Frater Azès, on invite Dr Gama. Merci. Alors, bonjour. Je remercie les laboratoires Frater Azès pour l'invitation. Et on va... Merci. Et donc, on va parler de la désescalade thérapeutique dans la rectocolite hémorragique. Il faut savoir que quand on parle d'escalade, d'optimisation ou de désescalade, il n'y a pas que les traitements biologiques, il y a aussi les traitements basiques tels que les 5-ASA et donc les patients qui ont une RCH légère à modérée. Et pour ce faire, pour toucher un peu à toutes les thérapeutiques de la RCH, on va essayer de dérouler cette présentation sous forme de cas cliniques. Et nous essaierons de répondre à pourquoi, pour qui et comment. Les motifs de désescalade dans la rectocolite hémorragique, c'est exactement kiff comme la maladie de Crohn, les problèmes d'intolérance, les problèmes de situation particulière, les murelles, patients âgés, on découvre un cancer, une grossesse qui ne veut pas du tout prendre de traitement parce qu'elle se sent bien, elle a le droit, et bien entendu le souhait du patient, et parfois c'est nous-mêmes, le médecin qui propose au patient, au bout de 5-6 ans de traitement, de lui dire peut-être qu'on va essayer de changer la thérapeutique par rapport à sa situation. Et donc, le cas clinique suivant, pour essayer de retracer l'histoire d'une RCH chronique active, puisque vous allez voir qu'on va changer de thérapeutique à chaque fois dans son évolution. 21 ans, étudiante en informatique, en février 2011, diagnostic de rectocolite hémorragique gauche, de topographie gauche. Elle est modérée, elle est scorée à 2 en endoscopie. On la met donc forcément, premier traitement d'attention, les 5-ASA. Et en première intention, les 5-ASA, c'est la dose, c'est la pleine dose, c'est 4 grammes par jour. Et 3 mois plus tard, elle est en rémission clinique, elle est très contente, elle n'a plus de diarrhée, elle n'a plus de sang, elle est même en rémission biologique. Et elle vous demande, en mai 2011, donc 4 mois plus tard, elle vous dit « Je suis bien, je n'aime pas les traitements au long cours, est-ce que je peux arrêter les 5-ASA ?» Voilà. Il est très important de communiquer avec les patients Mickey et surtout la population jeune parce qu'il faut leur expliquer que c'est une maladie chronique. C'est vrai peut-être qu'on ne l'annonce pas le premier jour parce qu'on ne veut pas les stresser, mais au fil des consultations, leur faire bien comprendre que c'est une maladie chronique et c'est une maladie de toute une vie et qu'il va falloir garder notamment les 5-ASA pendant très longtemps. Alors à la question, peut-on arrêter les 5-ASA? Il faut savoir que tous les travaux ont montré que le fait d'arrêter les 5-ASA, c'est un risque de rechute qui est de multiplier par 5. Et là, les recommandations sont très claires, pas d'arrêt des 5-ASA. Quant à la question, est-ce que je peux désescalader, diminuer la dose des 5-ASA, c'est-à-dire qu'elle était à 4 grammes, au bout de 4 mois ou de 3 mois, est-ce que je peux descendre à 2 grammes? Eh bien, là aussi, il y a des recommandations, comme on le fait pour les murelles, comme on le fait pour la biothérapie, même les 5-ASA, il y a des recommandations par rapport à la désescalade. Quand et pour qui? Alors, regardez ce travail japonais qui est très intéressant et très bien fait. On compare 2 populations de RCH. RCH qui on diminue la dose alors que le patient est juste en rémission clinique. Et là, vous voyez que le taux entre les patients qui ont diminué la dose parce qu'ils étaient juste en rémission clinique et pas en rémission endoscopique, il y a vraiment un écart. Par contre, ici, on va diminuer la dose à une population de patients qui ont en rémission profonde, c'est-à-dire rémission clinique et rémission endoscopique, Mayo 0. Et quand on diminue la dose, eh bien ça marche, il n'y a pas de poussée. Et ça veut dire que ce travail est très intéressant pour nous montrer qu'il ne faut pas diminuer la dose quand il n'y a pas de rémission endoscopique.
Alors, que dit le consensus, le dernier consensus, je vous l'avais dit tout à l'heure, par rapport à la question des escalades Mickey, c'est 2018, c'est le seul. Alors, que disent les recommandations? Qu'en matière de RCH, pas de profil. Comme vous savez, les 5 CASA ont un très bon profil de sécurité, donc, et ils ont une réduction du risque de la rechute. Tous les travaux ont montré que quand on prend les 5 CASA, il n'y a pas de poussée. Donc il faut vraiment insister auprès de nos patients et qu'il y a surtout un travail, plusieurs méta-analyses qui ont montré qu'il y a une réduction du risque du cancer du côlon et une diminution du risque de la dysplasie en suivant ces patients, qui a été bien établi au moins plus de 50% des patients. Donc on a tout intérêt à garder les 5 CASA tout au long cours, et c'est la raison pour laquelle le consensus ECO vous dit pas d'arrêt des 5 CASA. En effet, en absence d'effets secondaires, dose dépendante des 5 CASA. Ça, c'est très important parce que le patient, il vous dit « Docteur, je prends pendant 5 mois 4 grammes, ça serait bien de diminuer la dose à 2 grammes. » On ne diminue pas pour faire plaisir au patient, on diminue parce qu'il a cicatrisé sur le plan endoscopique. Parce que les travaux ont montré aussi que quand on parle de tolérance, il n'y a pas de tolérance dose dépendante. Ce n'est pas parce qu'il prend 4 grammes qu'il va avoir plus de problèmes que s'il prenait, par exemple, 1,5 g au lieu de 2 grammes. Donc voilà, c'était ça un petit peu le message. Une décroissance de leur posologie des 5 CASA, c'est-à-dire si on est à 4 grammes, à 3 grammes, la décroissance, la diminution ne peut être proposée que chez les patients en situation de rémission clinique et endoscopique. Et donc vous voyez que même pour les 5 CASA, on exige la rémission endoscopique avant de diminuer de 4 grammes à 3 grammes ou là 2 grammes. Et pour finir sur cette partie 5 CASA, compte tenu de l'excellent profil de sécurité des 5 CASA, le risque de désescalade d'arrêt excède nettement le bénéfice de cet arrêt. Donc, on n'arrête pas. Il n'est donc pas recommandé de les arrêter, y compris en cas de rémission clinique et endoscopique. C'est-à-dire que si j'ai la rémission endoscopique à 3 grammes, eh bien, il gardera 3 grammes. Si c'est à 2 grammes, eh bien, tant mieux, on gardera 2 grammes. Sauf dans le cas particulier des rectites, qui ne sont pas associés à un risque augmenté de néoplasie colorectale, comme vous savez, c'est le risque de la population générale, et un traitement intermittent peut être discuté. On peut donner un suppôt par jour si au besoin. Un suppôt par semaine, pardon, dans le traitement d'entretien des rectites. Et donc, le message, il est clair, traitement d'entretien des 5 CASA, il est systématique et il est au long cours. Et donc, notre patiente, elle a arrêté quand même ces 5 CASA parce qu'elle va se marier. Elle n'a pas dit à sa famille, à sa belle famille, qu'elle avait une RCH et qu'elle prenait des traitements long cours. Et puis, elle s'est dit, allez, je vais bien. Et malheureusement, le temps l'a rattrapée. Elle fait une poussée. Et en faisant la poussée, elle fait cette fois-ci une corticodépendance. Et bien entendu, corticodépendance, on va donner de l'Immurel, comme vous le savez. Et l'Immurel a amené un sevrage des corticoïdes. Elle va bien sous Immurel. Et cette fois-ci, elle vient encore vous voir, est-ce que je vais arrêter l'Immurel maintenant? C'est plus les 5 CASA, puisque l'Immurel, c'est un traitement qui est plus fort, etc. Est-ce que je peux arrêter? Donc, elle vient vous voir pour vous dire, est-ce que je peux arrêter? Déjà, la réponse, elle va être facile à dire, parce qu'en même pas 1 an et demi d'arrêt, on a escaladé les traitements en Immurel, ça veut dire qu'elle fait une forme chronique active. Et là, dans ce travail, il montre parfaitement que c'est une étude contrôlée randomisée qui compare l'arrêt des 5 CASA, l'arrêt de l'azatioprine, pardon, est remplacé par le placebo, et on voit qu'il y a vraiment un risque important de récidive. Et c'est la raison pour laquelle il faut être très prudent en RCH, de ne pas se précipiter à arrêter les traitements, et on va voir ce que dit la littérature par rapport à ça. Pareil, ce travail italien a montré, c'est un travail rétrospectif, donc il n'a pas vraiment le poids, mais il a un nombre de patients plus élevé par rapport au précédent. Mais ce qu'on peut soutirer de ce travail, c'est qu'ils ont essayé de voir quels sont les facteurs prédictifs de cette poussée. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que les patients qui n'avaient pas une rémission prolongée ASA, c'est-à-dire que déjà, il faudrait que la rémission dépasse 1 an, dépasse 2 ans avec azatioprine pour parler de désescalade, sous Immurel, et surtout que la rémission endoscopique, elle est très importante. Il faut que le malade soit maillot zéro pour penser à dire, ah, je vais peut-être diminuer l'Immurel,
Et aussi faire attention aux pancolites. Les pancolites, c'est un facteur de sévérité, donc on ne va pas céder à la désescalade, même si le patient il a pris 4 ans, 5 ans d'Imural, parce que s'il a une pancolite, vous êtes à coup sûr qu'il a un risque de récidive plus important. Donc,